Le but de cet exercice est de déterminer le noyau et l'image de l'endomorphisme de R3, canoniquement associé à la matrice grand A. Bon, cet endomorphisme, on va l'appeler petit a, et trouver une base de R3, bien sûr, dans laquelle la matrice de petit a est la matrice suivante. Et je vais vous donner plusieurs approches pour déterminer une base du noyau et une base de l'image. La première, c'est déjà de faire un raisonnement purement matriciel. Je m'explique. On vous déclare que A, c'est la matrice dans la base canonique. La base canonique, je vais l'appeler C, de l'endomorphisme petit a. Donc déjà, on prépare notre tableau matriciel. On a 1, moins 3, moins 2, la même colonne ici, et ici la colonne opposée. On sait bien de remarquer ce genre de choses, on le verra, on va le voir ici. Et on sait que par définition, les colonnes correspondent aux images des vecteurs de la base canonique de R3. Donc par définition, voilà la légende qu'on peut apporter à cette matrice, où le vecteur E1, c'est le premier vecteur de la base canonique, on récupère assez facilement les deux autres. Alors pour déterminer une base du noyau et de l'image de cette application linéaire, je vais déjà me concentrer sur l'image parce que le cours me donne une propriété importante. Le cours me dit que l'image d'une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base. Cette propriété, on peut la décliner sous la forme suivante. On connaît toujours une famille génératrice de l'image de A. Cette famille génératrice de l'image de A, c'est l'image des vecteurs d'une base de l'espace vectoriel de départ. Bon, ici, la base canonique, puisqu'on a la matrice dans la base canonique, on a directement des informations sur les images de ces vecteurs. Or, en observant attentivement ici les colonnes de cette matrice, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère dans un premier temps que le vecteur A de E1 est égal au vecteur A de E2. On voit que les coordonnées sont les mêmes. Ça va me permettre de simplifier le système générateur ici, puisque lorsque l'un des vecteurs du système générateur s'écrit comme combinaison linéaire des autres, on peut le supprimer dans la famille génératrice. Donc cette information-là me permet directement de dire que l'image de A est plus simplement égale à l'espace vectoriel engendré par A de E2 et A de E3. Le vecteur A de E1, on peut le supprimer du système générateur. Mais on voit au passage que le vecteur A de E3, il est opposé au vecteur A de E2. C'est l'opposé du vecteur A de E2. Donc là encore, ce vecteur-là s'exprime comme combinaison linéaire des autres vecteurs, ce qui permet de simplifier encore une fois ma famille génératrice, et de dire que finalement, ma famille génératrice, elle se limite au vecteur A de E2. Ce vecteur-là n'étant pas nul, cette famille génératrice est aussi une famille libre, on récupère donc une base de l'image. Donc on peut résumer au fait que le vecteur A de E2, qui est aussi égal au vecteur E1 moins 3 E2 moins 2 E3, est une base de l'image de A. On obtient donc que l'image de A est une droite vectorielle, donc un espace vectoriel de dimension 1. On obtient donc que le rang de l'application linéaire petit a, c'est 1. Si vous appliquez la formule du rang, l'information que vous obtenez sur l'image, vous allez pouvoir utiliser l'information sur l'image pour obtenir une information sur le noyau, puisque la formule du rang nous dit que la dimension de l'espace vectoriel de départ de A, qui est de dimension finie, qui est R3, est égal au rang de A plus la dimension du noyau de A. Comme la dimension de R3 est 3 et le rang de A est égal à 1, on obtient donc que la dimension du noyau de A est égale à 2. Or, c'est là qu'il est intéressant d'observer le raisonnement qu'on a fait ici. Effectivement, vous aviez un premier renseignement ici sur les colonnes de la matrice qui vous permettait de réduire la famille génératrice. Or là, on va voir la communication qui existe entre le noyau et l'image. Effectivement, cette relation-là, vous pouvez aussi l'écrire A de E1 moins E2 est égal au vecteur nul de R3. Ça, c'est une autre façon d'écrire cette relation en utilisant la linéarité de A. Ce qui veut donc dire qu'en éliminant un vecteur générateur de l'image, vous récupérez gratuitement ici un vecteur du noyau. Le vecteur E1 moins E2 est un vecteur du noyau de A. Ce que l'on vient de faire avec le vecteur ici, on peut le faire également avec cette relation-là. Cette relation qui nous avait permis d'éliminer un vecteur du système générateur de l'image permet de dire que A de E2 plus A de E3 est égal à 0, et par linéarité de A, que A de E2 plus E3 est égal au vecteur nul de R3. Ce qui permet de dire que le vecteur E2 plus E3 appartient également
au noyau de A. Seulement, les deux vecteurs qu'on vient récupérer dans le noyau, ils forment une famille libre puisqu'ils ne sont pas proportionnels. Donc on obtient que le vecteur E1 moins E2, virgule E2 plus E3 est une famille libre. J'ai juste deux vecteurs non collinéaires. On obtient une famille libre. Deux vecteurs du noyau de A. On en déduit donc que l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs est inclus dans le noyau de A. Mais comme cette famille est libre, la dimension de cet espace vectoriel vaut 2. Il s'agit d'un plan vectoriel. Elle est égale à la dimension du noyau de A qu'on avait obtenue grâce à la formule du rang. On peut donc conclure que grâce à cette inclusion et l'égalité des dimensions, on obtient donc que le noyau de A est exactement le plan vectoriel engendré par le vecteur E1 moins E2 et E2 plus E3. On a donc bien obtenu une base de l'espace vectoriel image et une base de notre espace vectoriel noyau. Alors je vous propose une autre approche pour déterminer une base de l'image et une base du noyau de l'endomorphisme de R3 canoniquement associé à cette matrice. Une approche, ça serait de déterminer l'expression analytique de l'application qui est définie sur R3 à valeur dans R3, c'est-à-dire déterminer explicitement ce que c'est que l'image d'un triplet XYZ de R3. Pour ça, on va décéder du cours sur les matrices. On sait que pour calculer l'image du triplet XYZ, on va pouvoir utiliser la matrice de notre application linéaire dans la base canonique. Et pour cela, on peut utiliser les propriétés du cours, puisqu'on sait qu'en multipliant la matrice A par la matrice XYZ, on récupère la matrice de A de XYZ dans la base canonique de R3. Donc ce produit matriciel donne X plus Y moins Z, moins 3X moins 3y plus 3z, moins 2x moins 2y plus 2z. Ceci est la matrice de l'image de ce vecteur par l'application A. Donc l'application A est l'application qui à x associe les trois composantes qu'on récupère dans la matrice, c'est-à-dire le triplet suivant. Pour déterminer le noyau de A, on peut donc se ramener à la résolution d'un système linéaire, c'est-à-dire on se donne un vecteur quelconque de R3 et on peut dire que x, y, z appartient au noyau de l'application linéaire petit a, si et seulement si son image par A est le vecteur nul de R3. Son image par A, elle se lit ici. Or, un vecteur de R3 est nul si et seulement si ses coordonnées sont nulles. On récupère donc un système homogène de trois équations à trois inconnus. Or, on voit que les équations de ce système sont proportionnelles, puisque la deuxième équation c'est moins 3 fois la première, et la dernière équation c'est moins 2 fois la première. Notre système est donc équivalent à x plus y moins z est égal à 0. On peut donc dire que le noyau de l'application linéaire petit a, c'est donc l'ensemble des triplets x, y, z qui sont solutions de ce système. Je vais donc pouvoir écrire x en fonction de deux paramètres. Ici, ça sera y et z. X, c'est moins y plus z, virgule y, virgule z, ce qui va me permettre donc de réécrire le noyau à l'aide de deux paramètres, les paramètres y et z. Et de là, on peut tirer une famille génératrice du noyau. Je peux dire que c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur moins 1, 1, 0, et par le vecteur 1, 0, 1. On obtient ainsi une famille génératrice du noyau. Comme ces deux vecteurs sont clairement linéairement indépendants, ils ne sont pas proportionnels, et j'ai deux vecteurs, c'est une base de notre noyau. Donc on voit qu'on peut récupérer une base du noyau par un autre raisonnement. La formule du rang nous dit alors que le rang de petit a est égal à 1, et donc pour obtenir une base de l'image, il suffit de prendre n'importe quel vecteur de l'image, comme par exemple l'image du premier vecteur de la base canonique qui se lie directement sur la première colonne de la matrice A. Et donc on récupère directement qu'une base de l'image est obtenue simplement en prenant n'importe quel vecteur non nul de l'image. Il suffit d'en lire un sur la première colonne, le vecteur de coordonnées 1, moins 3, moins 2. Et le tour est joué, on obtient directement une base du noyau et une base de l'image. Donc voilà les deux approches possibles pour accéder aux informations qui sont demandées par l'énoncé avec la matrice de notre endomorphisme de R3. Alors, il nous reste à traiter maintenant la dernière question, c'est-à-dire trouver une base dans laquelle la matrice de A a cette forme-là. Alors, définissons clairement l'objectif de cette question. On cherche une base V1, V2, V3 de R3, dans laquelle la matrice dans la base V de l'application linéaire petit a, cette base, je vais l'appeler V, a une forme très très simple, puisqu'elle possède un seul 1 dans ses coefficients, tous les autres coefficients sont nuls. Pour cela, il faut mettre le problème en équation.
on cherche une base de R3, V1, V2, V3, dans laquelle la matrice de A dans la base V, c'est cette matrice-là, ce qui permet de remplir le tableau matriciel comme suit. Donc on voit qu'il y a des contraintes sur les vecteurs de cette fameuse base que l'on cherche. La première des contraintes, c'est que le vecteur V1 doit être dans le noyau de l'application A, puisque là la colonne est nulle, ce sont les coordonnées de A de V1 dans la base V1, V2, V3. Le vecteur A de V2, lui, doit avoir comme image dans la base qu'on recherche 1 fois V1 plus 0 fois V2 plus 0 fois V3, c'est donc le vecteur V1. Et enfin, l'image du vecteur V3, comme pour l'image du vecteur V1, doit être nulle puisque ces trois coordonnées dans ce qui sera une base sont nulles. Donc on cherche trois vecteurs V1, V2, V3 de R base qui vérifient cette propriété. Là on vient de reformuler le problème. On cherche trois vecteurs V1, V2, V3 formant une base de R3 vérifiant ces trois propriétés. Alors pour montrer que ces vecteurs existent et même les construire explicitement, je vais me concentrer sur le vecteur sur lequel se porte le plus de contraintes. Il s'agit du vecteur V1. Puisqu'on voit que le vecteur V1 doit être d'une part dans le noyau de l'application A et d'autre part il doit être l'image du vecteur V2. Donc il est dans l'image de l'application linéaire A. Ce qui veut donc dire qu'on a a priori deux contraintes sur ce vecteur-là. Alors pour ça, il va falloir regarder d'un petit peu plus près ce qu'on a dit sur le noyau et sur l'image de cette application. Je vous rappelle que l'image de A est un espace vectoriel de dimension 1, c'est une droite vectorielle. Donc son intersection avec le noyau est soit réduite au vecteur nul, soit c'est l'image tout entier. Donc si c'est réduit au vecteur nul, on ne peut pas trouver de vecteur non nul V1 qui vérifie cette propriété, ce qui veut donc dire qu'il n'existerait pas de base V1, V2, V3 dans lequel la matrice aurait cette allure-là. Ce qui veut donc dire que ça, c'est probablement un espace de dimension 1. Ce qui veut donc dire que cette intersection, c'est probablement l'image. La question qu'on se pose, c'est il semblerait donc que l'image de A soit incluse dans le noyau de A. Est-ce que l'on a bien la propriété qui est ici? Pour cela, il suffirait donc de vérifier que l'espace vectoriel engendré par 1, moins 3, moins 2 est inclus dans le noyau de A, puisqu'on a trouvé une base de notre image. Donc pour cela, il suffirait donc de vérifier que le vecteur 1, moins 3, moins 2 appartient bien au noyau de A. En effet, si ce vecteur est dans le noyau de A, tout vecteur qui lui est proportionnel sera dans le noyau de A. Pour vérifier ça, on va utiliser la matrice, puisque ici, on dispose de la matrice de A dans la base canonique, et on dispose des coordonnées de ce vecteur dans la base canonique. On a vu en cours que pour disposer de l'image de ce vecteur par l'application A, pour obtenir ces coordonnées dans la base canonique, il suffit de multiplier la matrice de A dans la base canonique par les coordonnées de ce vecteur dans la base canonique. Attention à bien décomposer les objets dans les mêmes bases. Et ce qu'on va obtenir, c'est 1 moins 3 plus 2, 0, c'est moins 3 plus 9 moins 6, 0, c'est moins 2 plus 6 moins 4, 0. On obtient donc que le vecteur directeur de notre image est dans le noyau de A. Cela valide bien que l'image de A est bien incluse dans le noyau de A. Ce qui signifie en d'autres termes, rappelez-vous que l'application A rond A est égale à l'endomorphisme nul, ou si vous préférez que A carré est égal à l'endomorphisme nul. On a donc normalement affaire à une matrice qui est de nilpotente. Or, je vous demande de faire le calcul. Si vous calculez la matrice A carré, eh bien vous allez obtenir 0. Vous allez voir, faites le calcul, vous verrez bien. On vient de le prouver simplement grâce à cette propriété. Bon, je crois qu'on est proche de la solution, parce que du coup, pour le vecteur V1, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un vecteur non nul de l'image de A. Eh bien, ce que je vais choisir comme vecteur V1, c'est le vecteur dont les coordonnées dans la base canonique, c'est 1, moins 3, moins 2. Pour le vecteur V2, il faut que je prenne un antécédent du vecteur V1. Mais ça, c'est assez facile, puisque j'ai justement pris un vecteur qui est dans l'image. Et pas n'importe quel vecteur de l'image, puisque ça correspond à cette colonne, c'est l'image du premier vecteur de la base canonique par l'application A. Si bien que pour le vecteur V2, je peux prendre le vecteur de coordonnées 1, 0, 0, puisque l'image de ce vecteur, celui-là, et c'est le vecteur de coordonnées 1, moins 3, moins 2. Pour le vecteur V3, il faudrait que je prenne quoi? Il faudrait que je prenne un vecteur du noyau. Attention, il faut qu'on prenne un vecteur du noyau qui n'est pas proportionnel à cet autre vecteur du noyau. Je vous rappelle que lui, on a déjà montré qu'il était dans le noyau. Or, on dispose d'une base du noyau ici. Donc pour le vecteur V3, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre le vecteur E1 moins E2, donc ça c'est des vecteurs dans la base canonique, c'est-à-dire le vecteur de coordonnées 1, moins 1, 0. Donc, si je choisis ces trois vecteurs-là,
j'ai les 3 propriétés ici qui sont vérifiées. Donc j'ai déjà bien les bonnes relations pour avoir cette matrice. Alors seulement, pour que tout ça soit validé, il faut quand même vérifier que la famille que l'on a construite est bien une base de R3. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les caractérisations des bases en dimension finie. On va déjà constater que le nombre de vecteurs de V1, V2, V3 est égal à A3, ce qui correspond bien à la dimension de l'espace vectoriel R3. Conclusion, pour que cette famille soit une base de R3, il suffit de démontrer qu'elle est libre. Pour démontrer qu'elle est libre, je vais revenir à la définition. Je me donne 3 scalaires alpha, bêta, gamma réels, tels que alpha fois V1 plus bêta fois V2 plus gamma fois V3 est égal à 0, le vecteur nul de R3. Je me donne comme objectif de démontrer que alpha, bêta, gamma sont nuls. Comme on a les coordonnées de ces 3 vecteurs dans la base canonique, on pourrait parfaitement dire que si ce vecteur est nul, c'est que ses coordonnées sont nulles, et se ramener à la résolution d'un système linéaire de 3 équations à 3 inconnus. Néanmoins, on peut faire un peu mieux, puisque le vecteur V1 et le vecteur V3, c'est des vecteurs du noyau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer A. Et quand on applique A, on va récupérer alpha fois A2V1 qui est nul, plus bêta fois A2V2, mais A2V2 c'est V1, plus gamma fois A2V3 qui est nul. Je récupère donc que alpha fois V1 est nul. Mais comme V1 n'est pas le vecteur nul, par propriété des espaces vectoriels, bêta est nul. Si bien que la relation qui est ici devient alpha V1 plus gamma V3 est égale au vecteur nul de R3. Seulement maintenant, là, j'ai 2 vecteurs V1 et V3 qui ne sont pas proportionnels, donc qui forment une famille libre. Ce qui impose que alpha est égal à gamma est égal à 0. Moralité, la famille qu'on a construite ici, cette famille-là, est bien une base de l'espace vectoriel R3. Et comme par construction, ces 3 vecteurs vérifient les relations qui est ici, on peut écrire la matrice de A dans la base V1, V2, V3 parce que c'est une base, et on obtient directement la matrice suivante. Alors là, on voit a posteriori, si j'appelle B cette matrice, que là, voir que par exemple cette matrice était de nilpotente, ça se voyait. On voit tout de suite que B2 est égal à 0. Donc, on voit tout de suite l'intérêt de réfléchir à comment trouver une base dans laquelle la matrice est simple, puisque là, il y a maintenant ici des propriétés qu'on verra directement. Et cela, c'est une source de motivation supplémentaire pour trouver des bases dans lesquelles les matrices sont simples. C'est pour pouvoir avoir des propriétés qui sont très lisibles.